Mais maman, comment tu peux nous faire ça, la honte, etc. Comment tu peux nous faire ça, j'adore. Ah, j'adore l'envers du décor d'une À l'envers du femme, décor, il était à mourir de rire. Hein. des Et- trolls au sein même de sa famille. Oui, C'est bien génial. sûr. Mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, ma fille, en effet, un jour me dit, mais vas-y, toi, ratione-toi, on va voir si tu t'en sors. Et j'ai trouvé que cette phrase était finalement pertinente, puisque c'est le problème que nous avons tous, les parents. C'est que nous avons du mal à tenir la ligne stop les écrans avec nos enfants, puisque nous-mêmes, nous passons Ah, notre ouais. temps devant les écrans. Donc, pas d'exemplarité. Salut Sarah. Salut, toi. Dis donc, on a un beau programme aujourd'hui. Qui me dit, Et lui. donc, Donc, tu vois, tu me déçois parce que justement, je me suis associée à toi amicalement parlant parce que tu m'as appris plein de choses dans ma vie, notamment à m'exprimer de manière incongrue. Non, arrête, pas du tout. Et là, alors, à l'autre, tu sais, tu... Mais parce que moi, Ressaisis-toi. à ton contact, je coule. En fait. Mince, on va peut-être arriver à une balance. Et du Peut-être coup, qu'on ouais. va se rejoindre un moment. Ouais. Alors, j'espère que ce sera bon. Écoute, on l'espère en tout cas, ma chère et tendre. À ton contact, je suis une meilleure personne et je vais te dire pourquoi. Parce que grâce à toi, je commande des livres. J'ai pas dit je lis, j'ai dit je commande des livres. Mais tu commandes des livres, c'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis que je sais que tu lis, Non, mais je lis. Alors, non, en vrai, je suis extrêmement flattée que tu penses que je lis. J'ai lis pas. énormément. J'essaie de lire, mais j'ai un gros souci. C'est que, mais je crois qu'on a la même chose, c'est que j'adore avoir des livres. Mais je Ouais, crois c'est qu'il trop y a une maladie qui s'appelle comme ça. Ah ouais C'est-à-dire la possession de livres. Parce qu'en fait, on est d'accord, d'acheter un livre, c'est la possibilité d'une nouvelle vie. mais on est d'accord. Non, mais moi, c'est ça. J'ai envie d'avoir cette vie. J'ai envie d'être cette personne, tu vois Mais en vrai, là, par exemple, moi, mon projet, là, c'était de lire un livre de 700 pages, La Waouh. maison vide. Ok. Tout ça pour savoir que la maison est vide, quoi. Tout ça, 700 alors que pages, tout est, c'est ça. tout est dit dans le titre. C'est ça. Mais je n'y arrive pas. Enfin, 700, là, pendant les vacances, j'avais essayé à coup de 100 pages et tout, mais c'est dur d'être concentré, Bah, c'est ça le problème. Alors, moi, honnêtement, voilà, j'ai commandé des livres pour faire comme toi parce que je trouve ça stylé. Merci. Et, C'est pas grâce à et- moi, mais merci. Et pareil, j'arrive pas à lire les livres. En revanche, de temps en temps, je me force à lire quelques pages le soir dans le lit. Mais ça t'endort de ouf. Ça t'endort pour ne pas utiliser le téléphone. Et la dernière fois, tu te rappelles, je t'ai demandé de me conseiller Ouais. des livres. Et j'en ai lu un, par contre, si Arrête. récemment, de Virginie Despentes. Comment il s'appelle? La Woke théorie de Despentes. King Kong. King Kong Theory. King... Tout est approximatif. Ouais, King Kong Theory. Et c'était pas mal. Ah, bah, Ça, attends, merci pour ça. Ça me fait plaisir. Alors, si je peux influencer les choix Ouais. de lecture, mais alors grave, King Kong Theory, c'est la base de mon féminisme. Et Qu'est-ce que tu aimes dans King Kong Theory? moi, j'adore son écriture. C'est d'une violence et Ouais, c'est ça violent. En fait, on n'est pas habitué à ça. On est habitué à nous faire des belles phrases et tout. Mhm. Et moi, j'adore comme elle te prend et elle te met des patates dans la tête. C'est vrai, mais t'as appris quoi de ce livre? Du coup, Quoi la moralité. Quoi? Bah allez, dis-moi. Bah, tout. Enfin, c'est la base de mon féminisme. Ça fait, je pense, 15 ans que je l'ai lu, que je l'ai vu aussi sur scène pour l'adaptation d'une pièce. Et en fait, non, mais là, on part vraiment dans des trucs, mais allons-y. J'aime bien. C'est bien. Moi, ce que j'aime dans le féminisme, et depuis que je me revendique féministe, c'est-à-dire depuis un moment quand même, Ça fait combien de c'est- temps que t'es féministe? Que t'es une fémène, quoi? Que tu te balades les seins dénudés dans la rue? franchement, ça fait on part sur autre chose, mais je pense que depuis mes 10 ans, nos grands-parents nous ont beaucoup gardés. Et je voyais que ma grand-mère faisait tout du sol au plafond. Et mon grand-père, je l'aime, Mhm. etc. Et voilà. Mais où nous, on devait débarrasser, ou ma grand-mère qui avait déjà fait à manger, qui avait déjà tout débarrassé, mon grand-père qui restait comme ça, assis, et il attendait que tout se C'est passe, tout ça. Et moi, ça m'a toujours Mhm. choquée. Alors que c'est vrai que quand tu nais comme ça dans une famille, tu peux dire, bah, c'est comme ça, en fait, et tu remets pas tout le temps en question. Et là où je veux en venir, c'est que le féminisme, ce que j'aime, c'est on remet en cause tout le temps des choses comme si c'était la base. Pourquoi à un moment on a dit bah, les garçons ils aiment le combat, de Ouais, c'est toujours vrai. questionner nos acquis en fait, enfin les choses qui sont normales. Non, pourquoi ça serait une mère qui se taperait tout le travail déjà. Moi tu vois, C'est vrai. mais pourquoi? Et pourquoi l'instinct maternel? Tu vois, se questionner sur tous ces mots qu'on nous a appris, l'instinct maternel. Bah moi, je suis convaincue, et je sais que ça va pas plaire, que l'instinct maternel n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est le fait de s'occuper d'un enfant
dès que tu t'occupes d'un enfant, que tu passes des heures avec lui, bah, instinctivement, quand tu vois quand t'entends son pleur, tu sais, ah ouais, non, mais là, quand il a ça, c'est parce qu'en fait, j'avais vu qu'il avait mal au Oui, ventre. Mais ça, c'est pas maternel, malheureusement. Enfin, j'aimerais qu'on ait ce super bien sûr. pouvoir, mais c'est juste le pouvoir de rester longtemps avec un enfant. Comme toi, tu vois, si je te connais pas, au bout d'un moment, je sais que là, quand tu me fais un mytho, je sais quand... Oui, c'est Tu vois vrai, ce que je veux tu dire? arrives à me détecter. Ah ben, bien sûr. Mais tu fais quoi, toi, de féministe chez toi, dans ton propre foyer? Est-ce que justement, il n'y a pas ce côté, t'as pas le côté, toi, macho, enfin, t'es vraiment féministe chez toi? Moi, je pense, le débat est C'est là. réparti, le... Bien sûr. Ouais, avec Bah, l'enfant, tout ça, tout est... ah non, mais bien sûr que Bien sûr que non. non. Mais aussi, ce que j'aime et ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut être végétarien, on peut être machin et faire des choses. Enfin, on fait au Et mieux, manger quoi. de la viande. Oui, manger de la viande. Non, mais je veux dire, on peut être végétarien et un jour craquer pour du foie gras, alors que le foie gras, c'est l'horreur totale et c'est le pire pour les oies qu'on gave. Mais il faut arrêter de culpabiliser les gens qui sont engagés et justement qui font tout. On met tout notre cœur à essayer de changer cette putain de société. Et donc, tu vois, essayer de dire, mais attends, là, en revanche, quand t'as pas fermé l'eau alors que ça coulait pendant que tu te brossais les dents, c'est pas écolo. Tu Tu vois veux ce que pas je veux dire? féministe chez toi. Voilà. Et on va le révéler Non, et aujourd'hui. en plus, le féminisme, c'est pas tout être cocher toutes les cases. Moi, j'essaie, et je suis avec quelqu'un qui apprend aussi le féminisme. c'est Tu vois ça, ce que je veux tu dire? C'est, apprends. il y a de la déconstruction Mhm. aussi. Les hommes, ils sont les premiers euh, à avoir intériorisé. Même, tu vois, le féminisme, c'est fait pour libérer les hommes Mhm. aussi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais bien sûr. d'exprimer ses émotions, Mhm. de pouvoir prendre un congé paternité sans être jugé. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, si un mec, il prend 2 mois de congé paternité, comme maintenant c'est la législation, qu'est-ce qu'ils vont dire, les collègues au bureau? Oh putain, enfin Ah oui, non, t'abuses. bien sûr. Oh bah ça va, tu vas te la couler douce. Enfin, et donc non, il y a plein de trucs dans mon couple, bien sûr, mais ça, ce qui est le ménage et tout machin, je peux te garantir que je veux faire autant que lui. Non, moi, en tout cas, mon chéri, tu le vois et tout, il est un peu baraqué et tout ça. On dirait que vraiment c'est le mâle alpha, etc. Mais c'est une féministe. Mon J'adore. mec est une féministe. Non, mais vraiment, Ouais. moi, je rentre vraiment à la maison, je mets les pieds sous la table, il fait à manger, il prend les devants lui-même, il organise des choses. Enfin, Voilà. le ménage, enfin, bon, c'est bien réparti parce que quand je suis pas fatiguée, je le fais aussi. Mais j'ai vraiment Mais ça, trouvé quelqu'un Hmm. qui l'est. Est-ce qu'il se revendique féministe? Non, mais en tout cas, il dit oui, moi, regarde, on s'allège mutuellement. Enfin, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Tu travailles toi aussi, je travaille. Enfin, tu vois, il y en a pas un au-dessus de l'autre. J'ai pas l'impression d'être lésée Mm. avec lui. Et donc, je suis contente. Des fois, je prends un peu trop la confiance. Je vais un peu trop loin. C'est-à-dire, Non, mais des fois, j'abuse un peu de sa c'est pas gentillesse. cuit. Oui, des fois, j'abuse un peu de sa gentillesse. Il va me faire un bon plat. Je vais dire, ouais, t'aurais pu faire ça. Tu sais très bien que j'aime ça. Pourquoi tu m'as pris ce fromage? Moi, tu sais que j'aime l'autre. Non, mais ouais, des fois, je fais des petits pics comme ça. Mais ça lui fait pas de mal. Mais en tout cas, voilà, sur ça, il est adorable. Et toi, est-ce que justement, il a appris à être. Il est Mm. féministe? Moi, je pense. Purée, dès que ça commence comme ça, c'est que la réponse est non. Je pense que non. Le chemin fut long. Tu sais que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et franchement, tu sais ce que je vais te dire? Je vais te Ouais. parler de mon fils et te dire que ça part de là. Par exemple, je suis hyper fière Mhm. parce que mon fils, pour mes mots, a 3 ans et demi. Et souvent, il me dit, mais maman, mais pourquoi t'aimes les filles comme ça? Je comprends pas. Ah ouais, tu dis ça? Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lit un livre, j'essaye de lui ouvrir le regard et qu'il Mhm. soit vigilant Oui. à la représentation des femmes. Ouais, Bon, là, bah c'est oui, des bien grandes sûr. théories, mais typiquement, c'est Mhm. quand on lit un livre, je lui dis, mais non, mais regarde, ça m'énerve. Pourquoi il y a une fille dans toute l'histoire avec vrai. 60 mecs Mhm. pourquoi et tout? Et sans lui dire, ah bah, il faut être féministe, mon fils, mais juste pour dire, pourquoi il y a pas autant de filles que de garçons, juste ça? Ouais, ouais, bien. Et parfois, il vient vers moi et dit, maman, j'ai une bonne nouvelle. Alors, Il y a 3 filles dans l'histoire. trop mignon. Wouh! Mais je me dis, tu vois, je vais pas changer le monde comme ça, mais juste d'ouvrir et faire attention à ça. Et je sais que là, pour le coup, je suis très fière de mon époux. Je suis fière de lui parce que je sais que sur les plateaux, il fait attention à ce qu'il y ait un équilibre entre femmes et hommes, notamment, voilà, s'il faut dire les noms, Oui. sur Famille en or, etc. Parce que parfois, il y a encore des plateaux qui sont 100% masculins. Ouais, c'est vrai. Ça, Mais ça me sur- gêne un peu. Mais ça nous gêne et puis surtout, c'est pas le vrai monde en fait. oui. C'est pas un monde que d'hommes et Mhm. comme je suis pas pour un monde que de femmes, mais juste qu'il y ait une égalité de représentation. Et Mhm, ça bien sûr. commence par là, même pour les représentations pour les petites filles quoi. Enfin, je trouve que c'est Oh non, la mais c'est base. sûr que ça. Donc tu vois, j'ai un peu réussi. Il me dit,
à force de Ah, bah, c'est parler ça, tout le on est temps. Donc obligé. ça, c'est une petite réussite, tu vois. Ouais, non, c'est une petite réussite. Et puis, je sais pas si ça a à voir ou pas, mais je sais que moi, mon fils, s'il a envie de mettre mes boucles d'oreilles, je lui dis, bah vas-y, fais-toi plaisir, mets des boucles d'oreilles. T'as envie de te mettre du vernis. Enfin, je lui dis pas, oh non, surtout pas. Attention, c'est réservé aux filles. Oh, tu pleures. Non, c'est les filles qui pleurent. Non, il fait ce qu'il a envie de faire. Comme ça, C'est voilà, génial. il a aucun préjugé. Enfin, voilà, il vit sa vie. Il veut mettre des boucles d'oreilles, il en met. Il veut se mettre du vernis, allez. Enfin, tu vois, je l'élève pas le rose, c'est pour les filles. Oui. Tu Mais vois, je parce pense que ça part de là, ça part de nous. Mais surtout, tu vois, moi, je trouve ça, c'est tellement triste des petits garçons ou des petites filles aussi qui sont empêchés dans leur créativité. Parce que nous, on projette sur eux Mm. ce que la société, si voilà, si un garçon a une petite boucle d'oreille, bah, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un enfant qui voit un bijou qui est rigolo, qui est joli. Enfin, c'est terrible, quoi. Et puis d'empêcher surtout les enfants de kiffer, quoi. Ouais, non, C'est mais bien sûr. Et mon fils, pour la petite anecdote, enfin, lui, il traîne autant avec des garçons que des filles à l'école et les filles les respectent beaucoup. Preuve en est, il a une petite amoureuse dont je tairai le nom. Donc, il veut inviter une fille qu'il aime beaucoup qui est dans sa classe. Et puis, avant de l'inviter, évidemment, il s'est renseigné sur ses goûts. Donc, Ça, c'est trop mignon, c'est déjà. trop mignon. Donc, il m'a dit, voilà, elle adore Attends, le excuse-moi, violon. comment il arrive pour se renseigner sur les goûts? Il va voir la meilleure amie. Précise-moi. Ouais, il va voir la meilleure amie de cette fille-là. Il lui dit voilà, qu'est-ce qu'elle aime, ta copine? Ok, tac, tac. Et après, il m'écrit sur un bout de papier. Donc, elle aime le violon, elle aime la neige et les boules de neige, etc. Et après, il me fait rédiger une invitation formelle que j'imprime, qui va donner à cette fille qu'il aime. Et ensuite, moi, il m'oblige à justement me rencarder sur une violoniste qui viendrait à la maison et commander de la neige artificielle, évidemment, pour lui faire du lancer de neige pendant que la nana joue du violon devant. Tout est normal. Tu sais, tu nous balances ça comme si c'était j'ai ramené un clown Mais à la c'est maison. mignon, je trouve ça bien qu'ils se disent pas, voilà, j'écoute, voilà, c'est une fille, je vais écouter ce qu'elle aime, je vais me plier à ce qu'elle aime pour essayer, voilà, de l'amener un petit peu vers moi et qu'on ait des points communs et tout ça, je trouve ça tellement Non, mais mignon. déjà, tout est mignon parce que tu m'as C'est dit, il chou. s'était renseigné et Ouais. même l'invitation. Elle aime les nounours, elle aime le violon. ouais, Il a fait un nounours avec un Oui, violon. tu l'as vu, l'invitation, oui, je te l'ai mais- montré. Mais je trouve que ça, c'est ça qu'on veut, c'est de l'attention aux autres, de l'écoute. Et De puis, ah d'accord, c'est ça qui t'intéresse. Bah t'inquiète, je vais mettre le paquet. Voilà. Mais quand même, c'est aussi grâce à la maman que t'es, où tu leur permets, ça, Oui. c'est génial, t'es hyper créative, t'es beaucoup dans Ouais, l'artistique non, et bien tu sûr. leur permets ce grain de folie. Ouais, mais bon, après, j'ai peur de passer pour une psychopathe quand la maman de la fille va venir la chercher, qu'elle va avoir une violoniste avec de la neige partout. Elle a mis les moyens, le paquet, quoi. Tu n'iras plus jamais chez eux. Non, mais c'est important, toi, ton chéri. Est-ce qu'il t'a déjà fait des petits trucs que tu aimes comme ça? Il s'est déjà renseigné sur tes besoins, sur tes envies, par exemple le violon. Il t'a déjà ramené une flûte à bec Il à la m'a fait maison. un solo au piano quand j'arrive en queue de piche. Mais c'est vrai, est-ce que t'es Ouais, déjà arrivé? Il y a eu un truc, tu sais, t'arrives à la maison et là, la personne t'a fait un truc de folie. Attends, je réfléchis. Non, plutôt dans les débuts, il y avait des trucs mignons. Ah, Tu les sais, débuts. avec plein de post-it, des mots Oui. d'amour, ça trop C'est mignon. vrai. Ça se perd, ça. Hein. Ouais, ça se perd. Il n'y a plus, hein. Ah, il y a plus. Moi aussi. Ah, ça, je te garantis. Il y a Walou. C'est à peine si on se dit bonjour. Il y a, tiens, je t'ai pris tes chips au vinaigre, alors. Mais c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai que... Mais en même temps, tu vois, enfin, je sais pas, moi, je suis pas trop romantique, en vrai. Toi, Ouais, tu mais l'es. moi, je suis romantique, mais on est toutes un peu, on aime toutes. Je sais pas, il me ramène Oui. des petits déj au lit, je suis contente. Je trouve ça me touche. Non, Ouais. toi, c'est pas une attention que t'as? Si, bien sûr. Ou même quand il me ramène... voilà, parfois, il me fait des fleurs, ou même on se ramène... Oui, c'est genre, vrai un que tu t'es fait fromage. livrer pas mal de bouquets au boulot. Ouais, il a dû se faire pardonner C'est pas ça. mal de fois. Ouais, ouais, au fur et à mesure, le Mais- bouquet est de plus en plus gros. Ce qui cache pas mal de choses. Voilà, la liste est longue. Mais non, mais des attentions. Ou même, non, moi, ce que je trouve le plus touchant, c'est quand, par exemple, je sais pas, il va dans un magasin, Oui. il se fait plaisir, ou il sait que j'aime bien un truc, il me ramène des petites choses qui disent Bah bah, oui. j'ai pensé à toi. C'est vrai. Et c'était quoi, justement, la dernière chose en date? Un camembert, Un camembert comté. un gorgonzola à la crème. Ah non, mais c'est de choses belles comme ça, moi, petites j'adore. attention. Ah, c'est vraiment un camembert? Mais moi aussi, c'est Non, du un Saint-Marcelin. Toi, Moi, c'est c'est- du camembert? Alors moi, c'est le gorgonzola à la crème. Mais bien sûr. Ou les burrata. Moi, je suis fromage. Mais tu sais qu'on n'est pas... fromage. Non, mais on n'est pas difficile, par contre. Parce que moi Ouais, aussi, les attentions, maintenant, c'est du fromage. C'est de la nourriture. Ouais, c'est de la Bah ouais. nourriture. Mais- Bah ouais, mais moi, ouais, c'est- mais non. Faut Qu'est-ce qu'on revoie notre niveau, là. ouais, j'avoue Non, mais que... comment ça, on nous ramène du fromage? Ouais, enfin... Purée. Ouais, bah, bientôt, il va te ramener une baguette, tu vas dire c'est sympa d'avoir pensé à Merci. moi. Franchement, Un merci. croûton. Merci à toi. Merci.
bonsoir. On est simple. On est simple, on est simple. Mais je suis d'accord sur les petits efforts et tout. Moi, avec l'arrivée de l'enfant, c'est vrai que De déjà l'enfant. de dormir, Oui, c'est vrai. c'est un truc de fou. C'est difficile de se remettre au resto, au machin, des dates. Ah ouais. Tu dates beaucoup, Non, toi? non, je date plus parce que j'ai plus envie de sortir, je suis trop fatiguée. Du coup, on date plus à part si on sort au théâtre, etc. Mais on a vite envie de rentrer, d'être dans le lit, oui, d'être Ah dans le ouais? lit, se parler quand Dormir. dormir ou être sur nos téléphones, quoi. C'est surtout ça. Bah, alors ça, moi, c'est mon truc. En revanche, Il y a plus c'est les. le point noir. Mais oui, non, C'est mais que moi, ça me rend dingue, tu vois. Ça nous fait une petite intro pour la suite. on vous en dit pas plus. Ouais. Motus. Mais c'est vrai que moi, là, dans le couple, et moi, je commence à en sortir, mais je trouve que le téléphone portable C'est prend horrible. trop une Ouais. place Je importante. suis Mais d'accord. en fait, j'ai l'impression qu'on est en continuité avec notre portable comme ça, Mhm. et que nos interactions, c'est plus elles qui sont un peu exceptionnelles. Bien T'as une sûr. interaction, mais t'es toujours en train de scroller, quoi. Le téléphone aussi, il prend une place dans la jalousie, Ouais. dans les disputes, dans machin. Enfin, Donc, il y a les réseaux sociaux, mais aussi, ça prend la place de l'attention. ah bah oui. Parce que l'attention, c'est tellement précieux. Et aussi, dans nos journées, finalement, on se voit pas trop. Le couple, enfin, on se croise en Ouais. fin de journée, on est crevé. Mhm. Et donc, si ça, tu le divises par deux parce Bien que sûr. tu es sur. Mais parce qu'en fait, voilà, C'est on est vrai. addict. C'est vrai, bah regarde, c'est quoi ton temps d'écran, s'il te plaît. Oh. Regarde ton temps d'écran. Oh non, arrête. Je vais voir ça tout de suite. Ça me rend dingue. Moi, je vais te le donner sur la journée d'hier, on va dire. Attends. Ah bah, hier, j'ai bossé toute la journée, ma pauvre. Bah alors, bah, non, alors, mais attends. ouais, ok. Mais c'est où déjà, ton écran? Bah, paramètres, temps d'écran. Alors moi, c'est 7h09 minutes. Ah bah, putain. Pardon. 7h09 Attends, je minutes. regarde. C'est dramatique. Bon, après ma décharge, c'est aussi pour le boulot. Bah, tu veux que je te dise? Ouais, dis-moi. 6h56. Mais tu vois, c'est du temps. Non, mais après. Bah, il y a le boulot. Ah, dans Non, ça. mais après, hier soir, j'étais toute seule, j'ai bien scrollé. D'accord, tu t'es rincé l'œil apparemment. Les petits. Mais tu vois, c'est du temps qu'on perd. Non, mais c'est vrai. Il y en a une qui va bien nous en parler. C'est Najat Vallaud. Ah là là. BDSM. Et elle a sorti un livre récemment justement qui aborde le thème des réseaux sociaux, du téléphone, détox digital, etc. Et c'est pour ça qu'on la reçoit. Sevrage numérique, toi, t'arriverais à te passer de ton portable? En vacances, oui. C'est-à-dire, genre, complètement une journée, tu le poses à côté? Ouais, mais je peux filmer un... Non, ah oui, je l'utilise Non, pas. non, tu ne l'as pas pendant une journée. Bah si je suis, oui, si je suis occupée, si on fait des choses, ouais. Par contre, si oui, t'es juste là, allongée sur une chaise, à bronzer, t'as envie de voir ce qui se mais passe. en fait, je crois, en vrai, Ouais. je pense que 2 heures, t'es trop bien. Mmh. Puis après, même, t'es content de le retrouver. Tu dis, ah, Ouais, si c'est j'ai une vrai. petite notif. Mais oui. Non, ok. Mais en vrai, 24 heures, c'est-à-dire te coucher aussi sans. Non, non. Tu voudrais pas qu'on essaye à un moment donné de se détoxifier des réseaux? Viens, non, mais viens, on fait un truc vraiment 100% clean girl, toute une influenceuse détox digital Vas-y. en mode yoga insupportable. Tu vois, déjà, Ah tout de oui, dire il y a ça, des je suis détox. fatiguée. Mais oui, il y a des détox qui proposent Ouais. ça. Mais oui, il y avait. Non, mais tu sais, non, ce qu'on pourrait faire, il y avait Léna Mafouf, l'influenceuse, qui avait fait une détox digitale. Donc, elle n'avait pas son téléphone. En revanche, elle a documenté un petit peu son expérience en filmant avec une caméra basique, quoi. Donc, ça, on pourrait le faire. Tu vois, sur une journée, on prévient nos compagnons qui Une prennent journée, le ça se fait, mais vraiment une expérience genre de déconnexion totale. relais. On peut essayer. Mais il faut qu'on parte. Faut pas qu'on Parce que là, on soit. serait obligé de se parler, quoi, parce qu'on va. Purée, je vais apprendre à te connaître. J'ai pas envie. J'ai peur. Bon, bien, on reçoit Najat. On reçoit- On passe à un autre projet. Najat Vallaud-Belkacem. Oh là là. Bonjour, Trop, bienvenue. trop contente de vous recevoir. Merci, beaucoup. aussi. venir. Moi, je suis hyper contente parce que Marie, pour la petite anecdote, je peux me permettre de t'appeler Najat. Ouais, bien sûr. À l'époque, c'était un Et peu de me plus- tutoyer, vu Et de qu'on te tutoyer. À l'époque, c'était Madame la ministre que je l'ai Ouais, bien rencontrée en 2013, à l'époque où tu étais ministre des droits Droits des des femmes. Mmh. Et moi, j'avais une association qui s'appelait Unissons nos voix, qui luttait contre les violences faites aux femmes. C'est vrai qu'à l'époque, on en parlait très peu. Ouais. Et j'ai essayé de mobiliser plein de personnalités autour de cette Mhm. cause. Et la première à avoir répondu, alors qu'elle avait un agenda, c'est le cas de dire, C'est de ministre, fou. puisqu'elle était ministre à l'époque, Oh. bah, c'est Najat qui a répondu. Comment t'as fait bravo. C'est magnifique. On avait même, tu avais en réalité composé une chanson, chanté à plusieurs voix. J'avais ça. posé, y compris Alors. la mienne, alors que les autres étaient des artistes. Mais c'était C'est vrai, vrai, j'en ai un souvenir magnifique. Ouais, c'était génial. Et puis, ça permettait de parler de la cause. Mais ce que tu ne dis pas, Najat, c'est que
quelques années plus tard, c'est toi qui as écrit les paroles de l'hymne d'Unissons nos voix Ah bon? également. Oui, exactement. En fait, quelques années plus tard, j'ai écrit une chanson sur la question des réfugiés. Lampedusa. Et, Mais avant ça, il y avait... alors oui, c'est ça. En C'est fait, ça, en fait, mon avant rapport ça- à la chanson est constant parce que en fait, tu y vois plein d'illustrations et notamment, en effet, une chanson sur la lutte contre les violences faites Voilà. aux femmes. Et il y a eu une autre Lampedusa, sur les réfugiés. que tu as écrit, que j'ai interprété. Absolument, Ah, qu'on retrouve sur Internet. Lampedusa pour un visa. Mais oui, mais je Parce l'ai qu'elle bien. chante bien, j'adore. En 2 secondes, elle nous sort des dents. Mais oui, bah oui, parce Ouais. que c'est une femme engagée et aux multiples talents. Bah bien sûr, je connaissais moins Outlander. votre talent. Alors, est-ce que je vous vois, est-ce que je vous tutoie? On peut se tutoyer, je pense Oh. qu'on est entre Ah. nous. J'ai jamais tutoyé une ancienne ministre, donc je suis très... T'es Ah ouais, je Il suis y a un émue. début à tout. Donc, tu as ce talent d'écriture depuis toujours? J'ai toujours aimé écrire. Après, le problème, c'est que je chante pas bien du tout. Et Si, donc, ça va. Du coup, il faut forcément qu'il y ait Ah, une ça va. rencontre avec quelqu'un. Non, ça va, il y a un truc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la chanson. En fait, je trouve que plus encore que le discours politique, il n'y a rien de plus universel qu'une Mhm. chanson, que sa C'est vrai. capacité à transmettre des émotions. Et donc, j'adore l'écriture, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez fait de mettre des émotions pour la bonne cause alors, Oui, pour ce évidemment. projet? Et justement, moi, ma question, c'était depuis donc, cette époque, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé pour toi, parce qu'on ne s'est pas revus. Voilà, qu'est-ce qui s'est Bah. passé? Qu'est-ce que tu as fait? Si je devais résumer pour pas être trop longue. Non, Oui, parce qu'il s'en est passé des choses. Oui, oui, évidemment. Donc, j'ai cessé d'être ministre en 2017. Après avoir été ministre des Droits des Femmes, j'ai été ministre de l'Éducation Oui. nationale et on en parlera sans doute tout à l'heure. Mhm. Ensuite, j'ai passé quelques années dans le secteur privé. Je suis allée travailler dans une entreprise qui s'appelle Ipsos où, en gros, j'ai beaucoup appris à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des citoyens et des consommateurs. Mhm. Puisque c'est ça, en fait, Ipsos, c'est mieux comprendre, y compris avec de la psychologie cognitive, comment le cerveau fonctionne, comment les gens réagissent, pourquoi ils adhèrent à tel message et pas à tel autre. Donc, j'y ai passé quelques années. Puis, au moment du Covid, j'ai switché dans le sens où je me suis dit, il faut que je me réengage pour une cause qui me tient à cœur. Et là, le Covid, c'était notamment la question de la santé mondiale Mhm. et du non-accès d'un certain nombre de populations pauvres à ces soins de santé. Et donc, du coup, j'ai pris la tête d'une ONG qui s'appelle One, qui lutte Mais contre oui. l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Et on s'est aussi Bien retrouvés, sûr, on ma s'est chère retrouvés Sarah, sur ce à nouveau projet. autour d'une chanson. C'est vrai, exactement. Puisque à la tête de One, j'avais embarqué notamment David Hallyday Oui. et puis tout un groupe d'artistes pour faire une chanson justement sur la question de, Ouais. la lutte contre les Bien inégalités sûr. en matière de santé dans le monde. Et Sarah a posé aussi sa Ouais. voix sur cette chanson-là. Et donc, j'ai passé plusieurs années sur ce sujet-là. Donc, plutôt le monde de la solidarité internationale, les pays les plus pauvres, les inégalités. Et puis, plus récemment, là, j'ai décidé de rejoindre finalement le monde des politiques publiques. J'ai rejoint la Cour des comptes, donc je suis conseillère maître à la Cour des comptes, magistrate. Et ça me permet finalement de revenir vers les politiques Ouais. publiques, mais sous un angle, on va évaluer tout ça pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En parallèle de tout cela, j'ai toujours eu des engagements, j'allais dire, philanthropiques ou humanitaires poussés. Et par exemple, depuis maintenant 4 ans, je suis présidente d'une structure qui s'appelle France Terre d'Asile et qui accueille et héberge dignement les demandeurs d'asile qui arrivent sur notre territoire. Voilà, en gros. Rien Et que puis, ça. Hein, Claire, rien que ça, vraiment. Claire. Et à côté de ça, elle est maman, elle a sa vie de Bien femme. sûr, maman de jumeaux quand même. Voilà. faut dire. jumeaux. Oui, t'as Quand raison de même. préciser, ça compte. Ça compte double, vraiment, c'est ça que Exactement. de dire. Et puis, à côté de ça aussi, en fait, le débat public, tout ce qui traverse nos sociétés continue de m'intéresser. J'ai jamais lâché avec ça. Et donc, c'est pour ça que d'abord j'enseigne. J'enseigne à Sciences Po. J'ai créé un programme de formation sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et j'écris régulièrement. Et donc, mon tout dernier livre, celui dont on va parler aujourd'hui, m'a été inspiré par ce constat vraiment catastrophé de voir la place trop grande prise par les écrans dans nos vies. Et cette idée qu'en fait, on est tous sous emprise. Comment se sortir de l'emprise? Vaste sujet. Donc, vous avez écrit ce livre qui parle de ce sevrage numérique que vous avez décidé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à votre fille qui vous a pris au mot. On sent qu'il y a l'adolescence. N'est-ce pas? L'insolence. Ça se passe bien? Insolence et adolescence, ça rime bien, je Oui, trouve, hein.
Non, non, mais c'est vrai. En fait, c'est parti il y a à peu près 1 an et demi de ça. J'ai publié une tribune dans la presse qui a fait pas mal de bruit à l'époque, qui commençait par les mots suivants. J'ai un problème, nous avons tous un problème. Et je parlais dans cette tribune de notre rapport aux écrans. Et je disais une chose que je continue de dire, attention à ne pas toujours renvoyer cette question-là sur la question des jeunes et des mineurs. Oui, Bien sûr qu'il faut protéger les mineurs, etc. Mais enfin, c'est aussi un problème d'adulte. C'est peut-être même d'abord un problème d'adulte. Et nous sommes tous sous emprise, donc. Et donc, dans cette tribune, je disais, et si on acceptait de repenser notre rapport aux écrans, d'avoir à la fois moins et mieux d'Internet dans nos vies, etc., etc. En fait, cette tribune, elle avait fait grand bruit parce que, elle avait été très polarisante. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient intervenus pour dire vous êtes une réactionnaire, vous voulez retourner en arrière, etc., etc. Et moi, je vous avoue que quand j'avais vu ces réactions, je m'étais dit, c'est ça qui m'a inspiré le livre, hein, je m'étais dit, mais c'est pas possible, sérieusement, la société n'est à ce point pas prête à se confronter à un sujet complexe, certes, mais enfin quand même qu'on peut décrypter déjà, comprendre où sont les rapports de force, pourquoi on en est là, qui est aux manettes, à qui ça profite. Bien sûr. Et pour revenir à ma fille, il se trouve que comme ma tribune de l'époque avait été un peu caricaturée par certains sur le mode oui, elle veut nous limiter à 3 gigas par semaine, alors que dans la tribune j'écrivais imaginons que nous soyons limités. Je disais pas je vais vous limiter, Oui, bien sûr. et je disais comment on se comporterait si on rationnait notre temps d'écran. Eh bien, c'est un peu ce que j'appelle l'effet Koh-Lanta, c'est-à-dire quand tu as 3 allumettes, tu réfléchis avant d'en allumer une. Donc si on était rationné dans notre temps d'écran, eh ben on l'utiliserait sans doute à meilleur escient, en fait. Bon. Et donc, cette chose-là avait été un peu caricaturée sur le mode elle veut de façon autoritaire nous réduire notre temps d'écran. Et du coup, évidemment, mes enfants, qui sont la cible par choix, j'allais dire, de tous ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux, en avaient été destinataires. Et donc, c'était un peu fâché contre moi, bien sûr. Mais maman, comment tu peux nous faire ça, etc. Comment tu peux nous faire ça, Ah, j'adore l'envers du décor d'une À l'envers du femme. décor, il était à mourir de rire. Hein. Comment tu peux nous faire ça, la honte et tout et tout. Des trolls au sein même de sa famille. C'est Bien génial. sûr. Mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, ma fille, en effet, un jour me dit, mais vas-y, toi, rationne-toi, on va voir si tu t'en sors. Et j'ai trouvé que cette phrase était finalement pertinente, puisque c'est le problème que nous avons tous, les parents. C'est que nous avons du mal à tenir la ligne stop les écrans avec nos enfants, puisque nous-mêmes, nous passons notre temps devant les écrans. Donc, pas d'exemplarité. Et donc, du coup, l'apprenant au mot, j'ai décidé de me faire 1 semaine de sevrage complet numérique, c'est-à-dire sans mon smartphone. Bon, pour être franche, je l'ai fait en plein milieu du mois d'août. Oui. Plus facile, quand même. C'est plus facile. Mais tu sais quoi? Même en plein milieu du mois d'août, en fait, ce que je raconte en introduction du livre, c'est que ça a été horrible. C'était insupportable, infaisable. Au début, tu as un peu d'exaltation parce que tu te dis je retrouve du temps de contemplation, du temps de lecture et tout. Puis après, au bout d'un moment, tu as l'impression que tout le monde est plus informé que tu ne l'es parce qu'ils ont lu le journal en ligne avant toi, que tu rates des tas de choses qui sont en train de se passer, que tu as pu accès à des gestes de la vie quotidienne, genre prendre une photo comme ça au débeauté, ou mettre un radio réveil, ou avoir accès à ton application bancaire. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout est passé dans ce smartphone. Et en fait, j'ai interrompu l'expérience au bout de quelques jours. Ceux qui liront le livre découvriront ça. Et là, je me suis dit, bon, écoute, Najat, on va prendre ce sujet au sérieux. Et je suis partie pendant plusieurs mois dans une espèce d'investigation, d'enquête, où j'ai rencontré à la fois les plus grands experts sur le sujet dans différents continents, mais aussi les expériences pratiques de pays qui ont légiféré sur cette question-là, qu'est-ce que ça a donné, etc., etc., pour pouvoir y voir plus clair et finalement fournir des solutions, parce que moi, je pense qu'il y a quand même des solutions. Alors, déjà, à la base, quand tu dis, voilà, sevrage numérique, on le met où le téléphone quand on veut être en sevrage? On le cache où? Oui, comment ça Alors, moi, personnellement, quand je l'ai fait, je l'ai rangé dans ma table de nuit fermée à clé. Et la clé était où? Et la clé, je pouvais la trouver, mais honnêtement, pendant les jours où j'ai tenu bon, je ne l'ai pas rouvert. Mais après, le jour où j'ai... Est-ce qu'il y a eu des manques physiques? Ah oui, non, mais
Mais tu peux même pas Ah ouais. imaginer, c'est pas seulement des manques j'avais l'impression un petit peu, tu sais, comme quand tu touches en permanence ta poche, Mais oui. un peu comme si tu cherchais un paquet de cigarettes, tu as envie de te griller un portable, je dis dans le livre un peu. C'est ça qui est incroyable. Et puis il y avait des moments même surprenants où je me suis même interrogée honnêtement sur ma santé mentale, où je feuillette un album photo, un vrai, et je me rends compte que je suis en train de faire ça pour Ça m'est zoomer. déjà arrivé aussi. Ça t'est déjà arrivé? Et Non, on s'embête, hein, on se dit là, c'est très grave. Non, mais c'est hyper grave. Et donc, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas que du virtuel. C'est-à-dire, c'est ça l'emprise. Hein. C'est-à-dire que ça a complètement pris notre vie réelle aussi. Et c'est en réfléchissant à ça que je me suis dit, d'ailleurs, la plupart des comportements que nous avons aujourd'hui en ligne, par exemple, l'impatience, tu vois, par exemple, si tu commandes un truc sur Amazon et que ça te dit qu'il faut plus que 48 heures pour te le livrer, tu te dis, c'est pas possible, c'est insupportable. Le fait d'être passif, de manquer d'imagination, par exemple, tu trouves ça normal que tu es en train de regarder un truc sur Netflix, et ben aussitôt que ça se finit, on te propose autre chose dans la foulée. Le fait d'être ultra polarisé et d'être allergique aux opinions différentes d'Étienne, parce que à force d'être dans ce monde de bulles sur les réseaux sociaux, etc., c'est comme ça. Eh ben, ces 3 caractéristiques que je viens de citer, donc l'impatience, une forme de passivité, une forme de polarisation, en fait, on les emmène avec nous dans notre vie réelle. Et donc, même quand on est hors écran aujourd'hui, regarde, on est de plus en plus impatients les uns avec les autres. On a un mal fou à lire un livre en entier. C'est sûr. Non, mais sérieux, on est allergique aux opinions différentes des nôtres. C'est-à-dire que politiquement, tu vas bien dans le débat public. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu te mets à le détester d'office. Enfin, c'était pas aussi cool, parce qu'on est coincé du coup dans nos algorithmes qui nous donnent raison et on est en cercle fermé. Quoi. C'est ça. On n'est plus du tout familier de la différence d'opinion et du fait qu'il puisse y avoir des nuances et tout. Donc moi, je trouve que c'est des sujets graves qui se posent à la fois pour nos capacités cognitives, notre santé mentale, mais aussi pour notre vie démocratique. Et d'ailleurs, il y a plein de pays là qui tombent dans tous ces pièges. On en parlait, mais avant ça, t'as culpabilisé, toi, d'avoir craqué finalement et de pas avoir tenu le coup? Les commandes déjà, pardon, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu veux en parler des commandes parce que tout est dans le livre. Ah pardon. Tu vois, donc je me dis peut-être pas. Ouais, il faut pas tout divulgacher comme on dit en canadien. Mais non, mais en fait, c'est très intéressant cette question de la culpabilisation parce que c'est une des questions que j'aborde dans le livre, c'est que justement, ça fait des années qu'en réalité, on culpabilise les gens. Et en fait, c'est insupportable. On culpabilise notamment les parents, ou les parents culpabilisent d'eux-mêmes. Mais je veux dire, même moi, je veux dire, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je me dis, je regrette tellement d'avoir mis un téléphone portable entre les mains de mes enfants, à un âge qui désormais me paraît tellement trop jeune. Et en fait, c'est ça qui ne va pas. C'est que la responsabilité, elle ne peut pas reposer sur les épaules des individus. Ça n'existe pas. Et c'est ce que raconte le livre, parce que dans mon enquête, en fait, ce que je vais dévoiler petit à petit, c'est l'existence de façon industrielle d'un mécanisme, les GAFAM, que j'appelle les mafias en réalité, qui vise à nous mettre sous emprise, en utilisant des techniques extrêmement élaborées, en dépensant des milliards et des milliards de recherches dans les neurosciences, en utilisant des techniques qui viennent du monde du casino et du jeu, etc., pour nous retenir captifs. Pourquoi ils veulent nous retenir captifs? Parce que en fait, c'est ce qui leur permet de monétiser finalement leur publicité auprès des marques qui acceptent de mettre leur publicité sur les réseaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour nous consommateurs, ça apparaît comme gratuit. Oui. Je mets plein de guillemets parce que bon. Mais en réalité, derrière, il y a un argent de fou. Et cet argent de fou, en fait, il se fait sur notre dos. Et donc, depuis une dizaine d'années en particulier, ces grandes plateformes ont développé des algorithmes complètement toxiques dont elles savent qu'ils font du mal, qu'ils font du mal, notamment d'ailleurs aux adolescentes. On pourra peut-être en parler, mais les principales victimes, c'est les adolescentes. Entre 2007 et aujourd'hui, pour vous donner juste un chiffre, il y a eu une augmentation de plus 570% du nombre d'hospitalisations d'adolescentes pour tentatives de suicide ou d'automutilation. C'est pas plus 5% ou plus 50%, c'est plus 570%. Donc en fait, ces plateformes, elles ont développé des algorithmes
horriblement toxiques pour nous retenir parce que c'est dans leur intérêt pécuniaire. Et pendant ce temps-là, on nous raconte à nous, pauvres individus, mais si, responsabilisez-vous, autogérez-vous. Mais on se bat avec un cure-dent, là, ou avec une fourchette en plastique. C'est pas possible. C'est pour ça que le livre dit il faut de la régulation de la loi, en fait, nationale, Qui est en train internationale. d'arriver. Alors, Qu'est-ce que vous pensez il y en a. de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Alors, donc ça, c'est un petit peu le sujet d'actualité Oui. du moment. Moi, je dis que j'y suis plutôt favorable. Oui, c'est J'y suis plutôt favorable. Je sais qu'il y a des gens qui, une fois de plus, vont dire liberté, etc. Mais en fait, moi, j'utilise un argument simple qui est, vous savez qu'un mineur, dans l'absolu, en droit français, il n'est pas autorisé à contracter, à passer un contrat. Il n'a pas la capacité juridique à contracter. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on signe un contrat, ça nous engage sur des choses extrêmement importantes. Oui. Donc, à part des choses de la vie courante, comme par exemple acheter une baguette de pain, un mineur, jamais il va pouvoir signer un contrat, ok, j'achète une maison, par exemple. Ouais. Donc, c'est un principe extrêmement protecteur. Et bien, ce principe protecteur, au nom de quoi il est fait? Au nom du fait que quand on a 15, 16 ans, même 17 ans, en vérité, on n'est pas encore fini dans sa construction. Ce qu'on appelle le cortex préfrontal, hein, pour employer des mots un peu scientifiques, il n'a pas fini de se développer, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment d'évaluation des risques, de capacité d'évaluation des risques, d'anticipation de la suite, de capacité à limiter ses impulsions. Toutes ces choses-là n'ont pas fini d'être développées dans le cerveau des jeunes à cet âge-là. Pour tout vous dire, on estime que c'est plutôt vers la vingtaine qu'elles commencent à être finies, ces choses-là. Donc, ce faisant, on n'autorise pas un jeune à passer un contrat dans la vie juridique, eh bien, adhérer à un réseau social, s'inscrire sur un réseau social, en fait, c'est un contrat. Parce que finalement, personne ne les lit jamais, les fameuses conditions générales d'utilisation, qui font 50 pages, les fameux « je consens », là. On ne les lit pas, mais en fait, lisez-les, vous allez voir. En fait, vous consentez des tas de choses. Donc, c'est très engageant. Vous consentez à ce que vous vous retrouvez en ligne. Vous ne savez pas ce qu'on va faire de votre image, mais vous vous y retrouvez. Potentiellement, vous allez être victime de troubles psychologiques qui sont désormais avérés. Enfin, je veux dire, on a avancé quand même sur ce sujet-là, de cyberharcèlement. Vos données vont être collectées par la plateforme à laquelle vous les donnez. Donc, tout ça, c'est un contrat extrêmement engageant. Donc, moi, je dis, appliquons la même règle. En fait, non, on ne peut pas contracter à cet âge-là et c'est très protecteur. Et c'est une des solutions, mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se dise, c'est bon. On a réglé les moins de 16 ans, c'est bon, on fait plus rien, pour le reste, on laisse les GAFAM faire leur beurre. Mais non, c'est que le début, il faut beaucoup d'autres décisions encore. Les impacts néfastes sur les enfants, vous parlez même sur le langage, le retard de langage pour les enfants de, je ne sais pas à partir de quel âge, de moins de 3 ans, j'imagine. De toute façon, délétère. Je donne un chiffre dans le livre dont il faut aussi avoir conscience. En fait, je rappelle une chose simple, c'est que tout ce dont on se parle, c'est profondément dégradé depuis une dizaine d'années. Profondément dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans le même monde aujourd'hui par rapport aux écrans, etc., qu'on l'était, par exemple, quand j'étais ministre. C'est-à-dire que, en gros, c'est notamment à partir de 2017-2018 que Facebook a été amené à changer son algorithme, vous vous en souvenez, au profit d'un algorithme beaucoup plus toxique, et donc les autres réseaux sociaux ont suivi. C'est dans ces années-là qu'on a inventé tous les outils de la viralité, les likes, les retweets, etc., qui sont des outils de contagion, en fait. Ou l'infini scroll. Oui, le scroll à l'infini, ça n'existait pas. Rappelez-vous, il y a 12-15 ans de ça, tout ça n'existait pas. Et donc, en fait, ce sont bien ces dernières années, cette dernière décennie, où les choses se sont dégradées à ce point-là. Du coup, c'est intéressant de regarder les chiffres de ces dernières années, 10 dernières années. Et s'agissant des 0-6 ans, on est passé d'un temps d'écran, il y a 10 ans, qui était d'environ 2 heures, à un temps d'écran de 6 heures. Mais c'est énorme. C'est absolument énorme. 6 heures, ça veut dire que c'est exponentiel, en fait. Ça veut dire que si on ne fait rien...
Alors même qu'on parle d'un âge où, pour le coup, tous les scientifiques vous disent il faudrait aucun écran, vraiment. Bon, mais Bien comment on sûr. explique, Najat, qu'il y a eu une explosion comme ça, ce chiffre? Est-ce qu'on n'est pas trop débordé en tant que parent, en tant que maman? Qu'est-ce qui Absolument. se passe? Absolument. En fait, on l'explique par ce à quoi ressemble la vie d'aujourd'hui pour les Oui. parents déjà. Des jeunes parents qui sont en effet totalement débordés, sous tension, sous pression. C'est Et la qui paix d'ailleurs, sociale, un peu comme vous dites. ouais, absolument, qui ressentent, y compris cette injonction à ce que leurs enfants ne fassent quand même pas trop de bruit quand ils sont dans les wagons, dans les restaurants. Regardez la polémique No Kids de la SNCF, c'est un Ouais. petit peu ça. Le Et donc, wagon optimum, on en a parlé dans un autre épisode, qui est comment on fait maintenant, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on se disait, moi, mon enfant, il a 3 ans et demi, et c'est vrai que, et en plus, j'en ai qu'un, mais quand on va dans un lieu commun, quand on va dans les transports, on a ce stress de déranger les autres. voilà. Et pour l'instant, il n'a pas d'écran à part les FaceTime avec les grands-parents, mais qu'est-ce que c'est dur de capter son attention, de apprendre à un enfant de ne pas faire de bruit. Enfin, c'est Mais oui. l'antithèse d'un enfant, quoi. Mais en fait, surtout, il faudrait arrêter d'avoir cette injonction-là. Oui, exactement. Donc en fait, il y a une pression qui est mise sur nous. Puis je vous parle pas du fait que nous-mêmes, d'abord, nous-mêmes, il y on a est une accro. pression professionnelle. Oui, Hein. bien sûr. Franchement, il y a une pression professionnelle. Nous-mêmes, on a de si multiples canaux d'information que on scrolle beaucoup, etc. Et donc notre attention, elle est morcelée. Donc on n'en a pas suffisamment à consacrer à nos enfants. Donc on culpabilise. Donc ce que je raconte dans le livre, on se régule émotionnellement de notre culpabilité en retournant devant l'écran. Et en fait, c'est tout ça. Non, mais c'est tout ça qui va pas. Et là, intervient un phénomène que j'explique aussi qui s'appelle le phénomène de technoférence, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans notre cercle familial à finalement laisser cet outil s'inviter au milieu de nos relations de couple, au milieu de nos relations avec nos enfants. Et ça provoque franchement énormément de dégâts. Et notamment sur les enfants, mais même les adolescents. Hein. C'est-à-dire que en fait, c'est une blessure intime que son parent ne vous consacre pas toute son attention et soit régulièrement interrompu par des notifications et la phrase qu'il ne termine pas, etc. Donc c'est particulièrement vrai chez les petits, évidemment, qui vont ensuite reproduire tout ça. Et après, on culpabilise aussi. Moi, je sais quand mon fils me dit mais pourquoi j'ai pas le droit? Tous mes amis, ils ont TikTok et j'ai envie de voir telle vidéo. Moi, dans la cour de récré, la honte, je connais pas ci, ça. Donc, on lui dit bon, ok, allez, une petite demi-heure, regarde. Enfin, on culpabilise aussi parce que finalement, c'est un modèle. C'est le modèle de la cour de récré. Il faut avoir ces réseaux-là, y être pour qu'ils soient à la page, pour pas qu'ils soient mis de côté, comme tu dis. Ouais, donc c'est vrai, la pression sociale, c'est aussi celle-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, encore une fois, c'est pas un parent, un individu qui va pouvoir se battre tout seul contre tout ça, parce que en effet, le risque encouru, entre guillemets, par l'enfant à qui on refuse très tardivement un téléphone, c'est d'être mis de côté socialement, tout simplement. Et ça, c'est très dur de tenir. Donc, il y a eu des associations qui se sont créées avec plein de parents qui se sont mis ensemble en se disant, notamment en Espagne, en se disant on va tenir bon, on va pas donner de téléphone portable à nos enfants avant l'âge de 15 ans. Mais en fait, quand on regarde combien de parents rejoignent ces associations, ça reste une goutte d'eau, une micro-goutte d'eau, et tout le reste vous envoie plutôt des messages pour leur donner, en fait, que ça la pub... Enfin, voilà, tout. Bien sûr. Et donc, encore une fois, c'est David contre Goliath. Et la seule façon de sortir de ce combat déséquilibré, c'est que les pouvoirs publics prennent au sérieux ce qui se passe du côté des GAFAM. Pourquoi on leur a laissé cette liberté de nous asservir comme ils le font, dans leur intérêt financier? Pourquoi est-ce qu'on a laissé les plateformes devenir les organisatrices légitimes du débat en ligne, du débat public en ligne? Mais c'est incroyable. Et je pose cette question. En fait, quand on y réfléchit bien, ça n'a rien de logique. Enfin, c'est quelque chose de précieux, le débat public, le débat politique en ligne. On a l'impression que les pouvoirs publics se sont laissés dépasser, surtout. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a eu la mainmise sur nos réseaux sociaux et maintenant on fait le constat que, surtout, où vont toutes ces données au même endroit exactement. Et là, maintenant, c'est vraiment très actuel, là, ce débat de société. Mais c'est un peu trop tard, non? Il faut faire des réseaux sociaux français. Comment on fait? Non, mais surtout, j'ai l'impression aussi que pour réussir dans la vie maintenant, en France, on nous dit souvent t'es pas assez suivi, donc tu m'intéresses pas. C'est vraiment la personne qui va être la plus suivie. Ouais, donc on fait comment pour réussir socialement? Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un point de plus, en effet, qu'il faudrait rajouter à tout ce constat, en parlant de pression sociale, mise, etc., etc. C'est qu'y compris maintenant chez les recruteurs, tu as des recruteurs dans différents mondes, de la mode, ou je sais pas quoi, ou même du journalisme, qui disent à leurs jeunes recrues, écoute, ta seule chance, c'est d'avoir suffisamment de followers pour être identifié
publicité, d'audience. etc. Et donc, en fait, c'est devenu un piège. Donc, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics se sont laissés comme ça piéger, dépasser? Alors, il y a au moins, allez, trois raisons. La première raison, c'est exactement comme avec l'industrie du tabac ou de l'alcool, c'est le lobbying intense des plateformes. C'est-à-dire que, en fait, le sujet paraît technique, donc exactement comme le tabac l'a fait en son temps et continue de le faire, ces acteurs-là vont venir voir les pouvoirs publics en leur disant « Vous inquiétez pas, on développe de l'expertise, tenez, on la met à votre disposition, faites-nous confiance, etc. » Bon. Ensuite, ils recrutent parmi les pouvoirs publics d'anciens ministres, d'anciens ceci, cela. C'est ce qu'on appelle le mécanisme des portes tournantes qui permet finalement d'avoir toujours un accès au réseau, etc. et de pouvoir passer ces messages. Ensuite, toujours dans ce lobbying intense, ces industries-là, que ce soit celle du tabac... Moi, non, mais il y en a plein. Il y a plein de gens qui viennent de l'univers des services publics qui se retrouvent... Oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, troisième exemple, ces industries-là, que ce soit celle du tabac ou les plateformes GAFAM, vont développer un discours grand public extrêmement séducteur sur le mode « ça, c'est la liberté d'expression et ceux qui veulent réguler des lois, etc., c'est la censure ». Et donc, ça va rejoindre une culture de l'amour pour la liberté d'expression, etc. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle les pouvoirs publics, en réalité, se font avoir. C'est tout ce lobbying intense qui a pour but de ne pas avoir de régulation, de pouvoir continuer à se développer, à faire des monopoles de plus en plus puissants. Aujourd'hui, les GAFAM, les 5 entreprises qu'on met derrière le mot GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ensemble, c'est le PIB des États-Unis et du Japon réunis. Vous comprenez que c'est vraiment puissance de puissance. Donc, c'est grâce à ce lobbying, cette non-régulation que ces acteurs sont devenus aussi forts. Deuxième chose, je pense que les politiques, en fait, ils ont peur justement par rapport à cette culture de on est pro-liberté d'expression, etc., de passer pour des réacs. Et moi, je vois bien quand je vous racontais ma tribune et tout ça, et même là, j'imagine que je vais m'en prendre aussi, c'est qu'on passe facilement pour un réac, une espèce de panique morale et tout ça, et ils veulent pas donner cette impression-là, notamment aux plus jeunes. Ce qui montre d'ailleurs qu'en fait, ils ne pensent pas aux jeunes en question, parce que en fait, c'est dans l'intérêt des jeunes, justement, de nous sevrer numériquement. Et la troisième raison pour laquelle les politiques se saisissent pas forcément du sujet, sauf pour dire des choses finalement qui sont faciles, genre on va interdire aux mineurs, etc. Ça, c'est trop facile d'une certaine façon. Ils se saisissent pas du sujet parce qu'ils sont pas assez familiers de toutes les techniques, ce qu'on appelle les dark patterns, toutes les mécaniques qui ont été créées justement par les GAFAM pour créer la dictologie. Ce que je racontais tout à l'heure, vous l'avez vous-même cité, l'infinite scroll, le push to refresh. Des vraies addictions, ce qui fait des vraies addictions neurologiques. Exactement. Donc comme ils sont pas forcément familiers de ça, parce qu'ils utilisent un peu les réseaux sociaux, mais ils y sont pas tout le temps et tout ça. Donc du coup, ils se sont pas vraiment saisis du sujet. Donc les pouvoirs publics sont dépassés. À côté de cela, pour le dire très franchement, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs médiatiques qui finalement ont des intérêts financiers à la fois dans le monde des médias, mais aussi dans le monde du numérique et des réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'est pas forcément leur intérêt que de dire du mal d'eux. Donc, on a un débat public sur le sujet qui est pas forcément extrêmement équilibré. Et la dernière chose, on a aussi des scientifiques, et ça, j'en parle beaucoup dans le livre parce que moi, je suis une pro-recherche, moi, je suis pour la science et tout ça, et à chaque fois, quel que soit le sujet, je renvoie à ce que la science dit. Et là, en l'occurrence, sur ce sujet, les scientifiques souvent donnent le sentiment d'être très prudents. C'est-à-dire que ça n'est que du bout des doigts, qu'ils reconnaissent un problème direct de santé mentale lié aux réseaux sociaux, etc. Et en fait, je me suis intéressée à ça en me disant, mais pourquoi, en fait, ça me paraît tellement évident empiriquement. Et en réalité, c'est une spécificité des sciences humaines, c'est que, contrairement aux sciences dures, les sciences humaines, c'est très difficile pour elles d'établir une causalité directe entre un phénomène et un effet. Pourquoi ? Parce qu'en sciences humaines, concrètement, ce qu'on analyse, finalement, c'est ce qui se passe chez un individu à un moment, à un temps T, mais on doit aussi prendre en considération son environnement familial, ses traumatismes cachés, etc. Donc, c'est très difficile de dire, c'était évidemment l'écran,
seul Ouais. qui a créé la Ouais, dépression. ouais, bien sûr. Vous voyez? Plein de facteurs. Et d'ailleurs, je dis la différence entre ces études en sciences humaines et ce qu'on trouve, par exemple, en sciences dures ou en sciences médicales. Je dis, par exemple, quand on veut tester un médicament, l'efficacité d'un médicament, quelque part, c'est simple. On a un protocole en double aveugle, c'est-à-dire qu'on prend 2 groupes, un groupe à qui on donne le Oui. médicament, un groupe à qui on donne un Mhm. placebo. Et puis après, on attend, puis on voit les effets et on compare et on peut dire, ben voilà, la causalité, etc. Mais en sciences humaines et sur un sujet comme celui des écrans, ça voudrait dire, par exemple, que vous privez un groupe pendant 1 an de tout accès aux écrans. Comment vous le faites? Ouais, Et c'est même ça. ça, encore une fois, des choses Et puis, différentes se jouent Ouais. dedans. même aujourd'hui encore, le discours maintenant, le discours scientifique est remis en cause, même pour tout ce qui est écologie, etc. Donc Ouais. même ça, quand on arrive avec des arguments Absolument. forts et massifs, maintenant, il Est-ce faut que détourner. Est-ce que les scientifiques ont fait des études justement sur l'impact sur les couples aussi? Parce que Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression, pour le couple, c'est Bah, aussi un vrai en fait, dans problème. tout ce qui est interaction sociale, mais c'est vrai que c'est des vrais moments de tension. Enfin, moi, je vois dans mon couple, etc. C'est qu'on est addict et ça met une vraie distance. Faut C'est dire, sûr. dans le lit, on est avec les téléphones, par exemple. Ah, mais c'est terrible, On se ça. parle plus. Non, mais c'est clair, c'est absolument terrible. Et en fait, ça doit exister. J'en ai pas beaucoup vu sur les Mhm. couples en tant que tels. On en a davantage sur le rapport des parents-enfants. Par contre, ce qui existe, c'est notamment dans les jeunes générations, le renoncement à l'activité sexuelle, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, l'effondrement de Ça, pour le l'activité coup, il y a sexuelle, bien sûr. il y a des recherches qui ont été Les menées Français là-dessus. font moins l'amour. Ah, ça, c'est- bah, je Ouais. je savais pas. Ouais, Mais vous parlez d'une activité qui s'appelle le doom scrolling. ouais. C'est-à-dire, et ça, je l'ai ressenti, mais tellement. Ah oui, c'est vrai. Ah non, Jusqu'à mais... Et 2 ça m'a heures du rassurée matin. que enfin, pardon, que toi, tu le dises, parce que je me suis sentie moins vulnérable, parce que si même toi, tu le fais, c'est vraiment l'activité d'être... donc, il est 1h30 du Ouais. matin, ou même 2h, et on est fatigué de la journée. On sait qu'on doit se coucher, on sait qu'on doit dormir, Ouais. mais comme un addict, on est là, on y va. Et je me suis rendu compte de ce truc, on ne sait pas pourquoi, on continue. Ouais. Et on veut aller au bout de la vidéo, mais il se passe absolument rien d'intéressant dans cette Ouais. vidéo. Et on continue, et ça nous épuise. Et c'est vraiment là, on sent que le cerveau, que tous les mécanismes ont été mis en Ah, place. mais complètement. Complètement. Et en fait, on sous-estime complètement la dette de sommeil. Ah ouais. Ce que j'appelle la Mhm. dette de sommeil. C'est-à-dire que, Ça en nous fait, maintient éveillés. mais ouais, c'est alors que tu te sens épuisé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que au début, justement, les plateformes, ce sur quoi elles ont joué, encore une fois, en faisant beaucoup de recherches neuroscientifiques, etc., c'est sur ce qu'on appelle la dopamine, donc un neurotransmetteur du plaisir, en fait. C'est-à-dire que pour te retenir en ligne, elles ont développé tous ces phénomènes de like, etc., qui te donnent des petites doses de plaisir, tu vois, pour ton ego. Et puis encore d'autres mécanismes qui font que ton cerveau va chercher encore des nouvelles plus intéressantes que les précédentes. C'est ça qui va dans le sens de l'infinite scroll. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, la dopamine, une fois qu'elle est installée en toi, ce circuit de la récompense, en fait, il installe des habitudes Mhm. qui, même au moment où tu te rends compte que ça te fait plus de bien, en fait, eh ben, tu arrives pas à t'en défaire. En fait, parce que là, tu as conscience, toi, quand tu es en train de doom scroller, Ouais, tu ouais. te dis, mais non, mais en plus, ça m'intéresse pas. Mais en fait, le truc est tellement installé dans ton cerveau qu'il ne s'en va pas si facilement. Bah ouais. Comme l'envie de fumer, quoi. Tu sais que Exactement. c'est pas bon, mais t'en as Tout à besoin. fait. Et... Ouais, Ouais. et ce qui est horrible, c'est quand t'as pas de like. Moi, je sais que quand je poste un truc ou une vidéo et que je Ouais. vois qu'elle a pas fait de vues ou de likes, je suis vachement dépendante. Je me dis pourquoi, je me remets en question. Ouais. Enfin, Non, mais t'imagines. Et encore, tu vois, imagine une jeune fille de 13 ans. Ah oui. C'est ça, en fait. C'est quand on prend. C'est pour ça qu'il faut se poser la question sous forme, nous, les adultes, parce que c'est en comprenant mieux où nous en sommes, nous, qu'on comprend comment Bien les sûr. jeunes sont encore plus à la merci de tout ça. C'est ça. Encore une fois, un mineur, c'est pas un adulte en miniature. C'est quelqu'un qui a une vulnérabilité Mhm. particulière, Mhm. qui n'est pas encore Qui a un finie. cerveau pas encore mature. Absolument. Est-ce que tu t'es régulée, Najat, pardon. Est-ce que depuis, enfin, Alors, c'est moi, quoi ton temps d'écran, par exemple? Alors, honnêtement, comment dire, je dois reconnaître que le fait d'avoir écrit ce livre Mhm. et surtout d'avoir eu toutes les conversations que j'ai eues pour l'écrire et pris conscience de tous les chiffres, m'a vraiment dégoûtée de tout ça. Ah ouais. Alors, c'est peut-être ça la solution. Tiens, d'ailleurs, c'est pas mal de faire soi-même le travail d'investigation, C'est ça. d'aller parler avec des gens, etc. Parce que, en fait, ça m'a vraiment dégoûtée. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, la question que tu viens de poser, qui est très intéressante, de ai-je un cœur, n'ai-je pas de cœur, sur une publication Mhm. que j'ai faite. Oui, En fait, une fois que tu as compris que en fait, ça n'a rien à voir avec la qualité de ta publication, bien sûr.
Hein, vous avez quand même tous constaté que, par exemple, sur Twitter, maintenant, enfin, anciennement Twitter, il y a un X, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la qualité de vos publications. C'est totalement idéologique, politisé. Elon Musk, on a compris où il s'était rangé. Et allez voir vraiment des gens, enfin, je sais pas, elle n'existe pas, elle n'existe plus, mais si Mère Teresa était vivante aujourd'hui et qu'elle publiait des mots de sagesse, etc., je vous assure qu'elle aurait genre 2 likes. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, une fois que tu comprends la mécanique complètement manipulatoire derrière, ça donne beaucoup moins d'intérêt à la chose, beaucoup moins de goût. Et moi, personnellement, je dis pas que je les ai vraiment quittés, les réseaux sociaux, mais je publie quasiment plus. Très rarement, je ne vais quasiment plus les consulter spontanément. Parce que, en plus, la chose aussi que j'ai comprise dans cette investigation, c'est à quel point notre usage d'Internet, encore une fois, notamment ces 10-15 dernières années, mais a tellement changé, en fait. Autrefois, on allait sur Internet, enfin, quand je dis autrefois, c'était il y a 10 ans, hein. On allait sur Internet, on allait sur YouTube parce qu'on cherchait une vidéo bien précise. C'était un usage agissant, parce qu'on voulait envoyer un mail. Mais maintenant, en fait, on est dans un usage passif. C'est-à-dire qu'on l'allume parce qu'on a reçu une notification, puis là, on reste devant parce qu'on reçoit d'autres notifications. Exactement. Voilà, il y en a tant qui nous divertissent. Donc, aujourd'hui, le sevrage a marché alors? Oui, avec du temps, du coup, mais finalement, ça marche. Oui, ça marche bien. De façon raisonnable. C'est l'heure du quiz. Elle adore ta voix, donc vas-y. C'est ça. Alors vas-y, je te laisse. Si vous deviez choisir entre TikTok et X. Ni l'un ni l'autre. C'est la peste et le choléra. Ouais, vraiment non. Il n'y en a pas un quand même. Peut-être TikTok qui est quand même beaucoup plus problématique pour les adolescentes. Qui est encore plus néfaste ou c'est vraiment... En fait, ce que je dis dans le livre, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des solutions, mais vraiment j'espère que vos auditrices et auditeurs le liront, il y a pas mal de choses que nous devrions imposer aux plateformes pour réguler justement toutes ces mécaniques addictogènes qu'on a évoquées tout à l'heure. On peut leur interdire l'usage d'un certain nombre de choses, l'infinite scroll par exemple, ou l'autoplay. On peut l'interdire vraiment par les textes. Et l'une des solutions que je préconise aussi, c'est par ailleurs d'instaurer un Numi-score, un peu sur le modèle du Nutri-score. Bien sûr. Vous voyez ce que c'est que le Nutri-score, donc avec des étiquettes rouges, ça c'est vraiment très mauvais, etc. Donc si on avait un Numi-score qui permette finalement de distinguer entre réseaux sociaux, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont de qualité, qui sont pédagogiques, qui sont bienveillants, etc. Et puis il y a des réseaux sociaux qui s'appellent par exemple Kik, comme le réseau social où Jean Pormanoff, le streamer, se faisait battre à mort pendant que les gens regardaient, applaudissaient. Il y a un réseau social qui s'appelait Coco.fr, comme celui où s'inscrivaient les mecs qui venaient violer Gisèle Pellicot pendant son sommeil. Enfin, vous voyez le type de réseau social qu'on a. Hein. Donc, donner des clés aux parents aussi pour exactement. savoir où sont leurs si on avait un Numi-score, on saurait que ça, c'est absolument impossible. Et donc, dans ce Numi-score, s'il fallait juger de Twitter ou de X ou de TikTok, honnêtement, pour des raisons un peu différentes l'un de l'autre, ils auraient du rouge tous les deux. X, mais c'est le monde des trolls. Ça a tué le débat public. C'est pas possible. TikTok, c'est à la fois toutes ces mécaniques qui sont faites pour retenir notamment les adolescentes, pour leur créer des problèmes par rapport à leur image corporelle, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Et est-ce qu'il y aurait une application qui serait dans le vert? Direct. Pour le moment, par exemple, pour le moment, en matière de, disons, débat public, quelque chose comme Blue Sky, mais le problème, c'est que, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens dessus. Mais en matière déjà de débat public, c'est moins n'importe quoi que les autres. Est-ce qu'il y a un pays qui serait un modèle, justement, sur ça? Alors, non. Dans le sens où... non, mais dans le sens où il y a des pays qui ont tenté des choses... la Chine, par exemple, mais le problème, c'est que comme c'est une dictature, on dit, OK, elle a réussi à réduire drastiquement le temps d'écran des jeunes, mais à quel prix, etc., pour les libertés. Alors, du coup, ça ne donne pas vraiment envie de la prendre en exemple, mais il faut quand même reconnaître que la Chine, il faut lui reconnaître ça, a pris conscience du problème beaucoup plus tôt que les autres. L'Australie, qui est plutôt une société démocratique, a fait un peu ce qu'on essaye de faire ici, les moins de 16 ans, etc. C'est intéressant de regarder comme ils ont pris de l'avance sur nous, ce que ça va produire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt positif.
Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, les choses sont faisables, quoi qu'il en soit. Par exemple, je cite dans le livre le fait que l'Inde, à un moment donné, pour des raisons de tension géopolitique avec son voisin chinois, elle décide de bannir TikTok. Et ben, elle le bannit du jour au lendemain, alors qu'elle avait 120 millions d'utilisateurs sur son sol. Donc c'est faisable alors. Ah oui, Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bah, le banni, en fait, stop. Le Brésil, même chose, récemment, vraiment confronté à la mauvaise volonté de X qui refusait de supprimer un certain nombre de comptes complotistes, pro-putschistes, etc. Donc les autorités brésiliennes disent à X, il faut supprimer ces comptes, il faut supprimer. X refuse de le faire. Eh ben, vous savez ce qu'elles ont fait, les autorités brésiliennes? Ben, elles ont dit, bah, très bien, on suspend X sur notre territoire. Comment ils l'ont fait techniquement? Tout le monde nous dit, c'est pas possible techniquement. Ben, en fait, ils ont dit aux fournisseurs d'accès, parce qu'en fait, ces choses-là passent par des fournisseurs d'accès, si vous ouvrez la porte à X, eh ben, c'est des sanctions montant à plusieurs millions de dollars. Et voilà. Et donc, du coup, ça a duré des mois et des mois avant que X ne lâche et accepte de supprimer. Donc, en fait, on peut mener le rapport de force. Nous, c'est à l'échelle européenne que ça se joue parce qu'on a un marché intégré sur ces questions-là. Il y a des législations qui ont été adoptées, ce qu'on appelle le DA, le DMA, le DSA, je ne détaille pas, c'est dans le livre, qui entrent tout juste en vigueur. On va voir ce que ça fait en termes de régulation des plateformes. Je pense qu'il faudra aller plus loin, et notamment sur un point, et je vais m'arrêter là, qui est très important, c'est que c'est plus possible de considérer les réseaux sociaux, les plateformes, comme de simples hébergeurs. Ce sont des éditeurs, au sens où on l'entend des médias. Je veux dire, un journal, une chaîne télé, etc., elle peut se faire sanctionner s'il y a eu des propos antisémites, racistes, etc., homophobes qui se sont tenus. Et bien là, même chose, responsabilité des plateformes pour qu'elles puissent modérer en amont les horreurs qui sont dites. Petite question, si un jour votre fille vous dit, je parle de votre fille parce qu'elle est quand même au centre du livre et elle est le déclic, maman, je veux faire de la politique. Alors, parce qu'on voit qu'il y a quand même un peu de, il y a du caractère. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les enfants se construisent quand même la plupart du temps contre leurs parents, n'est-ce pas? Et donc, parfois y revenir, hein. Parfois y revenir avec le retard. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais là, en l'occurrence, je pense que mes enfants en ont tellement soupé de la politique que c'est sauf la politique, pas alors. ce qu'ils veulent faire. Ouais, a priori, non, je pense pas. Mais si c'était le cas, Mais si c'était le cas, non, je serais contente. Vous n'êtes pas dégoûtée, vous, de la politique? Non, au contraire, moi, je pense qu'on a vraiment besoin que les jeunes s'engagent en politique. Moi, je les incite. À chaque fois qu'on me pose la question, je dis au contraire, allez-y, puis allez-y nombreux, parce que c'est comme ça aussi que vous serez... Reviens, Najat, au numérique. Hein? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que pour le taraude, rapport de force ça? avec les GAFA, ce serait pas mal. Non, la politique, moi, elle m'a jamais quittée, évidemment. Après, je sais pas. J'ai pas de réponse là-dessus, on verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'heure est grave, honnêtement. Là, on a beaucoup parlé des écrans, mais globalement, pour nos démocraties, l'heure est grave. Et je pense que c'est pas seulement moi, c'est nous tous qui allons devoir nous engager. On va s'engager. En attendant, allez la follow sur Instagram, Najat Vallaud-Belkacem. Elle a rien compris. La nana n'a rien compris. Allez découvrir son livre, surtout ce rage numérique. Et merci encore à Najat. C'était passionnant. Moi, honnêtement, je buvais ses paroles. On en ressort grandi. Honnêtement, je vais faire plus attention. C'est pour ça que c'est bien d'en parler et qu'on ait aussi ce podcast qu'on t'ait reçu. Oui, bien sûr. Et c'est très important par rapport, par exemple, à mon fils, où justement, on aurait une petite tendance peut-être à lâcher un peu pour lui faire plaisir et tout, mais on voit que c'est tellement dangereux. On a envie de préserver un maximum pour toi, tes futurs ados en puissance. Là, je vais devoir enlever la chaîne YouTube de mon fils. Il a déjà une chaîne YouTube. Oui, en privé. Il n'y a personne qui peut voir ses vidéos, mais c'est marrant, c'est sympa. Mais c'est comme ça que ça s'immisce. Oui, ça rend créatif aussi. C'est un petit artiste. On verra, je vous tiens au jus. Merci. Non, mais il ne faut pas brider la créativité. Oui. Attention, je ne voudrais pas qu'on tire cette conclusion-là, mais c'est pour ça qu'il faut faire d'Internet un endroit plus safe pour que les choses positives, car il y a des choses positives dans Internet, puissent vraiment s'y déployer. Parce que là, elles sont noyées par les choses négatives. C'est important de le dire. Je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Najat. C'était un plaisir. Let's get